Cet épisode a une distance à l'œil de 10 km. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. On pourrait qualifier la course à pied comme étant une expérience multisensorielle. Nos yeux, autant qu'ils nous guident pendant la course, nous permettent d'anticiper le terrain, éviter les obstacles, autant ils nous permettent d'apprécier le paysage. Notre ouïe, qui est précieuse pour notre sécurité en nous aidant à rester conscients de l'environnement, le trafic, par exemple, mais qui nous permet aussi d'apprécier les bruits de l'environnement ou le bruit de nos propres pas. Le goût, l'odorat, quoique sont pas très sollicités pendant la course, joue quand même un rôle dans la préparation, par exemple, puis nous permettent d'apprécier la nourriture. Finalement, le sens du toucher ou la proprioception, qui est quant à moi le super pouvoir trop souvent sous-estimé de notre corps. C'est grâce à la proprioception qu'on arrive à percevoir la position de notre corps par rapport à l'environnement et les mouvements des différentes parties du corps par rapport à lui-même sans avoir à regarder. Je nous pose donc la question suivante. Sans un de ces 5 sens, est-ce qu'on peut pratiquer la course à pied? Sans la vue, par exemple? Évidemment, la réponse c'est oui, mais c'est quoi ça implique en termes de ressources physiques, matérielles puis psychologiques? Toutes ces questions-là, notre invité va y répondre tantôt, mais juste avant. Bill, t'as-tu couru cette semaine? Hey, salut Coach Isa, notre premier épisode avec un invité, je suis super content. Et oui, j'ai couru. Puis en plus, cette semaine, j'ai couru avec une auditrice de Coureur.io, qui est une de mes amies qu'on s'était pas vu depuis plusieurs années. Étant de passage dans ma région, elle m'écrit « Est-ce que tu es disponible qu'on aille courir tel jour? » Ben oui, parfait. Passez chez nous pour on allait faire une belle sortie ensemble. C'était super cool. Fait qu'on a parlé de podcast, mais pas que. Surtout de son parcours de course à elle. Et puis ça nous a permis de reconnecter. Puis toi, Coach Isa, as-tu couru cette semaine? Ben non, j'ai pas encore couru, encore en convalescence de ma chirurgie, mais j'ai été prendre une belle petite marche, puis j'ai coaché une amie par rapport à sa propre course à pied. Donc, ça ressemble à ça pour moi cette semaine. Ben c'est bon, moi t'as bougé, ça compte. Ouais, check. Yes, alors aujourd'hui, tu as fait une super... t'as mis la table, là, c'était parfait. On reçoit David Trudel-Bergamo, qui est un travailleur social et chef du programme psychosocial pour adultes à l'Institut national canadien pour les aveugles. Il est lui-même a un handicap visuel et c'est un coureur. Moi, quand on m'a parlé de lui, de son histoire, j'ai fait « Wow, je veux entendre son histoire. Je suis certain qu'il peut inspirer des gens. » Trop souvent, on entend des gens dire « Ben moi, je peux pas courir parce que... » Et moi, je pensais que c'était une raison de pas courir, quand on voyait pas. Alors, j'ai vraiment hâte d'entendre ton histoire, David, mais la question la plus importante que j'ai pour toi, avant toute chose, est-ce que tu as couru cette semaine? Salut gang, oui, j'ai couru cette semaine, j'ai couru ce matin, j'ai fait ma sortie longue de 45 minutes, mais comme je suis en reprise suite à une grippe rhume, quelque chose qui ressemble à ça, mettons que c'était une sortie longue en alternance marche-course, ben ça faisait du bien de se remettre les pattes actives, comme on dit. Ben sage, t'as bien fait. Ça vaut la peine de repartir comme il faut, de remettre des bonnes bases. Puis même quand c'est pas une blessure, tu le dis, après juste un virus, là, ça vaut la peine. Je pense que tu vas repartir juste plus solide. Premièrement, j'ai le goût de t'entendre sur, peux-tu nous expliquer, c'est quoi toi ton handicap, puis le spectre des troubles de la vision, juste pour nous mettre en contexte avant qu'on aille plus loin dans ton expérience de la course. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai ce qu'on appelle une maladie génétique. J'ai la rétinite pigmentaire atypique, qui est une maladie assez rare dans les sortes de pathologies oculaires. Dans le fond, c'est une atteinte génétique qui touche ma rétine, qui fait que je n'ai pas assez de cellules saines et en bonne santé au niveau de ma rétine, ce qui cause mon handicap visuel. Comme je disais, c'est une maladie génétique, donc j'ai ça à la naissance. Pour ma part, ça s'est développé vraiment à partir de l'adolescence.
ce qui est bien souvent des cas de maladies génétiques. Dans les périodes de développement, c'est là que ça prend forme, les premiers symptômes aggravants. Donc, depuis l'âge de 15 ans que je vis avec une perte visuelle. Sinon, pour ce qui est du grand spectre de la cécité, on peut le voir en deux grandes catégories, c'est-à-dire les personnes qui sont légalement aveugles et les personnes fonctionnellement aveugles. La première catégorie, ça concerne les personnes qui ont une basse vision, comme moi, qui ont un résidu visuel. Ça peut aller de la myopie sévère jusqu'à des perceptions lumineuses uniquement. De l'autre côté, dans la deuxième catégorie, les personnes en cécité, qui sont fonctionnellement aveugles, leur spectre va débuter de perception lumineuse à le grand noir ou le grand blanc. Donc, il y a deux grandes catégories. Moi, en ce moment, j'ai un pied dans une catégorie, mais tranquillement, je me dirige, je suis plus maintenant dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que ta vision est à quel niveau à peu près? Moi, dans le fond, on pourrait dire que j'ai une vision partielle. Pour donner une image aux gens, quand je rencontre des gens, moi, ce que je vois, c'est des silhouettes, des ombres. Je pourrais pas te dire les détails de tes vêtements, de ton visage, de ton apparence physique. Dans la plupart du temps, c'est vraiment des très, très grossiers. Ce que je vois dans le fond, c'est imaginer, regarder au travers d'un vitrail. De l'autre côté, il y a de la brume, puis vous regardez le soleil en même temps. Pas parfait, mettons. Ça donne une bonne idée. C'est pas parfait. Puis pour donner une échelle de grandeur, dans le fond, moi, ce qui me reste à peu près, c'est à peu près un 3% de vision. Qui est périphérique, soit dit en passant. J'ai pas de vision centrale. OK, pas du tout au centre, fait qu'il te reste juste, comme tu dis, des petits résidus à peu près à 3% en périphérie. Ouais, des petits amoncellements de vision dans la vision périphérique, ce qui fait que je peux être encore autonome, je peux encore me déplacer par moi-même, mais avec une canne blanche, bien sûr. OK. Puis t'arrives-tu à distinguer ce qu'il y a devant toi, tu sais, s'il y a, mettons, un arbre puis un être humain, au final? Je pourrais bien confondre un arbre avec un être humain. OK. Ou tout simplement l'ombrage d'un arbre en été sur le sol. Moi, je pourrais penser que c'est un trou ou que c'est un obstacle, puis c'est ça. J'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête, là, mais on va y aller en étapes, là. On va y aller en étapes. Vas-y, Isa. Parfait. Moi, j'ai envie de te poser comme question avant de commencer à parler de la course à pied. Comment t'as vécu ça, toi, à l'adolescence, justement, d'avoir ce diagnostic-là puis de te rendre compte que ta vision diminuait? Écoute, à l'adolescence, dans le fond, c'était les premiers balbutiements de ma perte de vision. Donc, ça s'apparentait vraiment à ce qu'on appelle de la myopie sévère. Donc, c'est des visites chez l'optométriste, un port de lunettes qui modifie à peine, qui ajuste à peine la vision. Après ça, ça a été une grande errance diagnostique chez nos amis les ophtalmologistes. C'est pas de leur faute, mais à cette époque-là, la science, les connaissances médicales étaient moins bonnes que maintenant. Donc, beaucoup d'errances diagnostiques, peu de moyens, peu de ressources. Donc, à l'adolescence, je te dirais, j'ai quand même été beaucoup laissé à moi-même, particulièrement du fait que moi, je ne viens pas du monde de la déficience visuelle. Je suis pas né avec l'handicap visuel. Moi, dans notre milieu, en déficience visuelle, des fois, on parle du monde des voyants et du monde des non-voyants. Moi, je suis né dans le monde des voyants. J'ai fait toute ma vie dans le monde des voyants. J'ai pas été dans une école spécialisée. J'ai pas été pris en charge de ma naissance avec tous les intervenants qu'on peut imaginer, le soutien et tout, les associations, les activités adaptées. Moi, j'ai été dans le milieu des voyants, donc un grand sentiment, je te dirais, d'isolement, de solitude par rapport à ça. Et beaucoup d'énergie mise pour m'adapter par moi-même à la situation. Je comprends que ça doit être vraiment difficile. L'isolement, c'est encore pire que peu importe quel handicap ou quelle difficulté, quel défi. Oui, tout à fait, parce que c'est d'autant plus que toi, tu dois dealer avec, on va dire, l'aspect objectif de l'handicap, c'est-à-dire les symptômes, mais
d'expliquer, de trouver des réponses un peu toutes faites, des réponses qui te mettent pas dans l'embarras pour justifier toujours pourquoi toi tu vois pas comme ça ou comment ça se fait que tu vois pas, tu portes pas de lunettes, mais fait que c'est toujours à jongler avec ça. Fait que c'était très, très énergivore, puis d'autant plus l'espèce d'isolement social que l'on se crée et que l'on vit aussi l'espèce un peu d'exclusion vis-à-vis de ça, parce que évidemment, ce que ça l'amène, c'est que à l'adolescence, les relations sociales, ça se crée à l'école, ça se crée dans les activités sportives, d'autant plus, mais tu n'y as pas accès. Donc moi, j'allais pas jouer au basketball avec mes amis, j'allais pas jouer au hockey non plus, parce que le ballon, quand je m'y testais, ben le ballon, il arrive vite dans le visage. Fait qu'après 2-3 coups, ben tu te tannes. C'est moins plaisant de jouer que les autres. Exactement. Tu sais, le fait que tu dis, moi, je suis né dans le monde des voyants, ben, c'est que tu pars avec un référentiel, tu sais ce que c'est voir. Enfin, j'imagine, tu vis beaucoup plus la perte que quelqu'un qui a jamais vu. Oui, tout à fait. Moi, dans le cadre de mon travail, c'est ce que j'entends aussi beaucoup de la part de mes usagers, évidemment, mes usagers qui sont dans la communauté des personnes aveugles. Il y a quand même une grande marge d'acceptation puis d'évolution au travers des différentes étapes de développement d'une personne entre les personnes qui sont soit nées avec une cécité totale, par exemple, puis les personnes qui vivent avec une dégénérescence visuelle, qu'elle soit vite ou lente, il y a quand même une marge par rapport à la perte, exactement, là, tu l'as bien dit. Ce qui nous amène à notre sujet principal. Qu'est-ce qui t'a amené vers la course à pied? Écoute, c'est vraiment un coup du sort. Moi, j'ai toujours quand même fait du sport dans ma vie. J'ai été beaucoup dans le sport individuel, particulièrement les arts martiaux, sports de combat, qui sont des sports, on va dire, de courte distance, de préhension, où l'objectif est toujours devant toi. Donc, c'était assez facilitant au travers de mon parcours. Et suite à ça, voilà quasiment 3 ans, je me cherchais un nouveau défi personnel à accomplir. Je suis quelqu'un qui aime relever des défis au quotidien dans sa vie de tous les jours. Et à ce moment-là, j'avais été contacté par une étudiante à la maîtrise de l'UQAM qui avait un projet de recherche sur la course à pied qui inclurait des personnes ayant un handicap visuel. Moi, j'ai été contacté de manière professionnelle. J'ai accepté le projet pour recevoir la chercheure. Et de fil en aiguille, ça l'a mijoté dans ma tête. Et je me suis dit, tant qu'à chapeauter le projet professionnellement, pourquoi ne pas me fixer un objectif de course à pied? Pourquoi pas me lancer le défi de faire un demi-marathon? Wow, OK, donc t'as jamais couru. On rappelle que t'as 3% de vision, puis ton premier objectif, ça a été, je vais faire un demi-marathon, c'est ça? Oui, au début, wow. Au départ, je me disais un marathon, là, je me suis dit, OK, restons humbles, coupons la poire en deux, puis allons sur le demi. Quand même! C'est bon. Puis sinon, l'enjeu, c'était-tu plus au niveau de ta vision ou au niveau physique de partir de zéro? Écoute, je pense que je suis pas au niveau physique, je suis pas parti de zéro parce que j'ai toujours été un fan d'entraînement physique sous toutes ses formes, que ce soit au travers des arts martiaux, des sports de combat. Je me suis toujours entraîné soit dans un gym au poids du corps. J'ai essayé à peu près toutes les méthodes d'entraînement possibles et inimaginables au travers de ma vie. C'est vraiment une passion que j'ai. Fait que niveau physique, je pense que j'avais déjà une bonne base générale pour me lancer dans la course à pied et que je découvre les très belles nuances physiques que la course à pied exige. Parce que sinon, le peu d'expérience que j'avais en course à pied, c'était justement au travers d'un entraînement de boxe ou de Muay Thai dans lequel on nous invitait souvent à faire des footings pour travailler notre capacité cardiovasculaire, bien sûr, mais avec le recul, je me rends compte que je courais tout croche, que tu cours trop vite, t'as pas de gestion de course, t'as pas de posture, puis c'était fait à l'arrache tout le temps et de reculons d'autant plus. Mais non, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Là. Comme tout le monde, finalement, hein, Bill? Finalement, oui, c'est ça. On part tout trop vite. OK. Puis au niveau de ta vision, comment t'as réussi à intégrer ça? Qu'est-ce qui se passe? Parle-nous un peu comment on fait ça pour s'entraîner.
Le projet de recherche, ma pratique personnelle a permis de mettre avec le chercheur, déjà là, on s'est posé des questions et on s'est mis à courir en duo. Déjà là, pour développer le projet. Mais au préalable, moi, je m'étais mis à courir seul parce que moi, j'habite à Montréal. Dans mon quartier, il y a des ruelles vertes. Et c'était les vacances d'hiver. Donc, il y avait un tout petit peu de neige. Avec le résidu visuel que j'avais dans la ruelle verte qui fait à peu près, je vous dirais, une centaine de mètres, je pouvais commencer à m'initier à la course. Dans un milieu sécuritaire, je pouvais percevoir les clôtures qui sont de chaque côté avec les bosquets, les haies et tout, garder ma ligne droite dans le milieu, puis faire des allers-retours de 100 mètres en hiver. C'est comme ça que j'ai commencé à courir, puis à tester justement, à voir les limites, voir les possibilités, puis surtout comment adapter la course à pied pour une personne qui a un handicap visuel. Encore une fois, je rappelle, là, tu dis, j'ai commencé, c'était plus facile. Commencer en hiver, là, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, je te le confirme. Fait que pour toi, je comprends parce que t'avais une ruelle tranquille, mais pour la plupart des coureurs, commencer l'hiver, c'est pas mal plus difficile que de commencer au printemps quand le sol est stable, justement, que j'allais dire qu'on voit en dessous, il n'y a pas de surprise sous la neige parce qu'il peut y avoir de la glace, etc. Mais toi, c'est l'autre ton quotidien de, peu importe la saison, là, tu vois pas 100% ce qu'il y a par terre puis tu dois composer avec ça. Exactement. Puis moi, à cette époque-là, je le voyais quand même d'un bon œil de commencer à courir sur la neige, c'est-à-dire dans des conditions beaucoup plus variables, beaucoup plus difficiles, on le sait. Fait que je me disais, si je suis capable de courir en hiver avec des bottes, dans de la neige, quand le printemps va arriver, ça va être la belle saison qui va commencer, tu sais. Un peu à la Rocky, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Tu t'es mis une coupe d'handicap en partant supplémentaire, puis comme tu dis, juste passer des bottes à des souliers de course, ça a dû faire une bonne différence aussi, là. Oui, tout à fait. Écoute, c'est le jour et la nuit, on se cachera pas, du moment que déjà j'ai passé des bottes à des paires de souliers de course, on va dire, très généralistes, là, ceux qu'on achète chez Foot Locker, pour après ça aller dans les boutiques spécialisées puis m'acheter ma première paire de souliers on, là, puis de dire comme c'est ça courir avec des vrais bons souliers là. Ouais, c'est d'autres choses. C'est tout à fait d'autres choses. Exactement. C'est une progression. Puis à ce moment-là, quand tu as commencé, est-ce que tu courais seul ou tu avais quelqu'un qui t'accompagnait? Je te dirais que le premier mois, j'ai vraiment commencé seul à courir. Après ça, là, j'ai commencé à courir avec un guide partenaire qui était justement la chercheure de l'UQAM. On faisait ça à pour un double but, dans le fond. Premièrement, c'est que dans le fond, moi, ça me prenait un guide partenaire pour pouvoir atteindre mon objectif d'un demi-marathon. Et deux, pour mettre la table pour la recherche sur la course avec handicap visuel, il fallait tester des choses. Il fallait tester des pratiques. Voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, voir les nuances, les variables qu'on peut soumettre aux gens pour pouvoir en parler avec expérience. Fait que les deux, pendant l'hiver que j'ai commencé, j'ai vraiment couru très souvent tout seul parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant dans la vie. Mais aussi, je dois courir en duo parce que si je veux pouvoir aller courir vraiment à l'extérieur durant la vraie saison puis en profiter pleinement, je devais déjà là savoir quoi faire, puis après ça, développer l'aisance par rapport aux techniques de course lorsque l'on est un guide partenaire, puis qu'on est une personne guidée. Puis ça, on pourra en parler plus tard, là. C'est quoi justement les techniques de guidance lorsque l'on est guide partenaire ou guidé. Donc, dans le fond, c'est un peu toi qui as initié la course à pied avec la cécité, si je comprends. Tu as contribué dans la recherche. Oui, écoute, on a vraiment testé beaucoup de choses. J'avais trouvé à l'époque un petit document qui avait été fait par une association de sport sur l'île de Montréal pour comment guider les personnes handicapées visuelles. C'était un document qui était très, très général et très vague. Je vous dirais même un petit peu écarté de ce que c'est que la réalité de la course à pied puis de la course en duo. Donc, on est quand même parti de ça. Mais nous, on a trouvé, je pense, on a développé des techniques qui sont beaucoup plus fluides, avec du matériel qui est plus adapté
qui est plus confortable pour les gens parce qu'il y a quand même vraiment différentes façons de courir en duo que j'ai même vu au Paralympique. Non, c'était le paratriathlon qu'il y a eu à Montréal voilà 2 ans où il y avait des athlètes d'élite, des athlètes handicapés soit, mais d'élite. Et j'étais sur un stand où je donnais dans le fond les ravitaux. Et quand je me faisais dire qu'il y avait des coureurs aveugles qui étaient là, qui étaient des vrais athlètes très spectaculaires d'ailleurs, j'avais vu des techniques encore qui m'étaient inconnues, mais qui étaient très originales, que j'ai retestées, mais qui dans le fond, moi, ne me correspondent pas du tout. Mais bon, ça, je pense que les techniques pour guider, lorsque l'on est un guide voyant avec un coureur non-voyant, c'est très, très personnalisé. Très, très. On peut pas généraliser. Donc, ça prend quand même une forte connexion entre le guide partenaire et l'athlète, finalement, aveugle. Puisque ce que j'entends, c'est que c'est au gré des entraînements ensemble que vous développez une complicité puis une méthode d'être guidé ou de guider l'autre? Oui, tout à fait. Je te dirais que le point le plus important, au-delà du matériel et au-delà de la technique pour guider carrément dans le déplacement, dans le mouvement, c'est vraiment la connexion, la communication entre les deux athlètes qui fait vraiment la différence. C'est aussi bien de se connaître, de savoir comment communiquer, quels mots utiliser, dans quel contexte. Savoir aussi, tantôt on parlait de proprioception, mais là on court à deux, on court pas tout seul. Fait qu'on doit connaître sa propre proprioception, mais celle de l'autre aussi. Quand est-ce qu'il est fatigué, quand est-ce qu'il l'est pas. Tu sais, écouter le souffle de l'autre. Parce qu'on doit communiquer. On doit communiquer en temps réel, puis souvent dans des conditions qui peuvent être, on va dire, assez particulières. Si on parle d'une grosse course, quand il y a les départs, les chicanes, que là, tout le monde se dépasse, puis là, on parle même pas de trail, mais quand même. Fait que moi, je vous dirais qu'au-delà des technicalités de la guidance, c'est vraiment la connexion et la communication qui est les points les plus importants lorsque l'on court et qu'on a un handicap visuel. Justement, tu peux-tu nous parler des différentes techniques de guidance qu'il y a? Oui, bien sûr. Déjà là, évidemment, on doit courir. Le plus important, c'est de courir au même rythme, au diapason des deux athlètes, que ce soit la personne qui a un handicap visuel ou la personne voyante. On doit courir au rythme de la personne qui est la moins rapide. Ça, c'est sûr. Déjà là, okay. C'est un ajustement que c'est pas tous les coureurs, d'un bord comme de l'autre, qui sont prêts à le faire. Donc, on doit trouver un guide partenaire, un athlète avec qui ça va marcher, qu'on est à l'aise de courir au même pace. Déjà là. Après ça, ça va vraiment être de tester les choses. Dans les méthodes utilisées, il y a celle que je recommande, la première, c'est vraiment de courir avec un élastique d'entraînement. Les bandes élastiques là, qui mesurent à peu près 1 pied de long par 1 pouce d'épais, dans le fond. Mm-hmm. On utilise souvent en kiné, d'ailleurs, là, en entraînement, oui. Et de la mettre au niveau du coude. La personne, on se la met au niveau du coude. Moi, je suggère de faire des petits tortillons pour réduire un peu la distance entre les deux personnes, mettre une certaine tension. Le guide partenaire va enfiler évidemment au niveau du coude. Donc, aussi, un point important, c'est d'avoir un coureur partenaire qui est à peu près la même taille que nous. Parce que si c'est trop grand, on court le coude dans les airs, puis s'il est trop petit, ben tu cours avec la moitié du corps en diagonale sur le côté. Fait que déjà là, c'est d'y penser. Moi, c'est la technique que je recommande, c'est la technique que je trouve la plus viable, puis c'est celle que moi, j'utilise. Le pourquoi, c'est que déjà là, on est assez proche. Quand on a fait le tortillon dans l'élastique, on va être à peu près à une distance de, je sais pas, moins de 10 cm l'un de l'autre. Donc, si mon guide partenaire dévie un peu sur la gauche, la tension va m'indiquer qu'il dévie sur la gauche. Et moi de même, si je vais vers la droite, ça va l'indiquer. Déjà là. Fait qu'on a une vraie sensitivité entre les deux corps. Déjà là. L'élastique permet aussi de pouvoir se synchroniser au niveau de la gestion des bras. Parce que ça, on le sait, en course à pied, c'est important de lever les bras et d'aligner le pas avec le bras. Donc, déjà là, moi, c'est la technique que j'utilise puis que je recommande à tous les auditeurs. Sinon, il y en a d'autres qui existent puis c'est très correct. Il y a des gens qui aiment courir
avec un petit bâton que les deux personnes vont tenir, mettons, de la main gauche et droite, et ils vont être synchronisés sur le mouvement de la main, le mouvement du bras. OK. C'est une technique qui existe, que j'ai déjà vue. Moi, je l'ai pas testée parce que la rigidité du bâton demande une trop grande synchronicité que moi, j'aime pas. J'aime quand même avoir une certaine liberté de mouvement tout en restant synchronisé. Sinon, ce qui existe, c'est une variable, c'est de prendre, encore une fois, l'élastique, de faire des tours dans sa main, et l'autre personne va insérer sa main aussi dans l'espèce de petit rond d'élastique. Encore une fois, on doit avoir une espèce de synchronisation. Le petit défaut de ça et du bâton, c'est que si on décide de tourner à droite ou à gauche, que le guide tourne et que, mettons, un virage serré ou très rapide, et que la communication n'est pas bonne, la distance que l'on peut prendre et que moi je décide de continuer tout droit, ben, la longueur de nos bras devient une très grande distance et l'espèce de rond que je dois faire va devenir très, très large. Donc, ça pourrait occasionner à la fois des très belles péripéties. Ça m'est déjà arrivé dans mes débuts. Lorsqu'on finissait une course en sprint puis qu'à la dernière seconde, elle m'a dit tu vas à gauche, à gauche, à gauche. Et que là, en bout de ligne, on se tenait à bout de bras, puis moi, je continuais à courir en sprintant, puis tu manques de te casser la gueule, excusez-moi l'expression, mais ça peut donner ça. Donc, des péripéties, mais aussi un risque, selon moi, un petit peu plus élevé d'accident. Sinon, une chose qui est très intéressante aussi, c'est de s'attacher par la taille, c'est-à-dire que les deux athlètes peuvent utiliser des bonnes vieilles straps de déménagement, là, pour donner l'exemple, de se mettre une strap au niveau de la taille, et entre les deux, on va mettre l'élastique. Donc, on a la liberté de bras, on est attaché par la taille, et c'est ça, c'est une autre variable que j'ai souvent vue, d'ailleurs, comme je disais tantôt, chez les para-athlètes de haut niveau. C'était une technique qui était très utilisée, mais moi, elle me correspond pas tant. Moi, j'aime bien au niveau du coude. Une moins grande sensibilité à la taille? Oui, à la taille, ça peut se faire aussi. Ça, je l'ai déjà fait, mais au niveau plus de la trail. Qui est un autre type de course, carrément, avec des conditions vraiment différentes. À la taille, ça peut très bien marcher, mais on doit le faire, en tout cas selon moi, le coureur voyant doit courir devant nous et nous derrière. Parce qu'on le sait, en trail, souvent, il y a beaucoup de single track, donc de s'attacher de côté, ça peut pas, parce qu'on va passer son temps à arrêter de courir, réajuster. Donc, moi, ce que j'en avais testé, c'était vraiment à la taille, mais un en arrière de l'autre. Mais je t'écoute, est-ce que tu parles beaucoup de technique avec un lien physique entre les deux coureurs? Est-ce qu'il est obligatoire en compétition ou c'est vraiment juste parce que c'est le meilleur moyen? Non, je te dirais qu'il y a plusieurs coureurs qui ont des handicaps visuels qui sont encore capables de courir accompagnés, mais qui courent à côté de leur guide partenaire, sans être attachés, d'aucune façon. Il y a des personnes qui ont un handicap visuel qui sont, on va dire, en basse vision, qui ont une très, très bonne basse vision pour différentes raisons, qui, eux, peuvent rester tant que leur partenaire reste soit de côté ou juste un petit peu en avant d'eux, ça leur fait leur référentiel visuel. Eux, ils peuvent compter sur ce référentiel visuel-là et ça fonctionne très bien. J'en connais plusieurs qui fonctionnent comme ça, mais à partir, je pense, d'un certain degré de spécificité plus sévère, le fait d'être attaché, c'est, selon moi, un incontournable. Puis là, tu as parlé beaucoup je comprends, pour guider gauche-droite, mais il y a toute la notion du sol aussi. Puis écoute, j'ai le tournis, là, t'es même allé jusqu'à la trail. Puis je vais te faire une confidence. Moi, quand j'ai su que t'étais un coureur, qu'on m'a parlé de ton histoire sommairement, je me suis dit, c'est sûr qu'il court sur un tapis à l'intérieur, là. Il doit se tenir, puis c'est super contrôlé. Déjà, quand tu nous as dit que tu courais à l'extérieur, l'hiver, là, tu me parles du single track en trail. Wow! Je sais, mais comment tu peux, avec ton peu de perception, tu dis 3% des ombres en périphérie seulement, comment le guide partenaire peut te dire, OK, il
il y a ça à terre, à telle distance, à telle épaisseur, telle profondeur, je sais pas, ça me dépasse, pour l'instant. Écoute, c'est sûr que pour un guide partenaire voyant, c'est beaucoup de travail, c'est une demande de vigilance et d'attention et de communication extrême. Ils doivent courir pratiquement pour deux. Ils doivent déjà là faire l'effort dans leur propre course, se gérer eux-mêmes, gérer leur effort, mais en plus être capable de faire un descriptif en temps réel de l'environnement, des obstacles, des imprévus, valider en même temps, comme on court à deux, on essaie toujours de valider l'état de l'autre lorsque l'on court. Fait que pour un guide voyant, c'est quand même une très grande demande énergétique que d'être un guide partenaire. Ça, moi, je l'enlève mon chapeau parce que ça ajoute une couche à l'exercice de la course à pied, ça, c'est sûr. Puis là, on fait juste parler aussi de course sur route, ce qui est quand même le plus facile lorsque l'on court avec un handicap visuel. Puis d'ailleurs, je fais une petite recommandation pour toute personne qui débute en course à pied, qui a un handicap visuel et qui court avec un guide partenaire. Je vous dirais de commencer à courir pour vous initier sur des circuits d'athlétisme. C'est des pistes de 400 mètres, on tourne toujours dans le même sens, on a des corridors sécurisés, il y a un sens du trafic, il y a les normes du trafic aussi sur la piste d'athlétisme. Commencez par ça. Une fois que vous serez à l'aise sur votre gestion de course, sur votre communication, sur votre aisance à courir à deux, après ça, allez vous aventurer dans les parcs. C'est là où il y a le chemin est un petit peu plus imprévu, vous allez rencontrer des gens, il y a de la circulation, le terrain va changer, il va avoir un peu de dénivelé, et il va avoir un petit plus. Allez vous tester à ce niveau-là par la suite. Et pour ceux qui voudront vraiment aller plus loin, ben testez-vous en événement officiel. Là où tout le monde va dans le même sens, mais tout le monde se chicane pour avoir la meilleure position puis être le premier dans sa propre catégorie. Là. On sait ce que c'est. Là. Fait que ça serait comme les 3 étapes, moi je dirais. Si on veut bien commencer de manière la plus sécuritaire, ça serait vraiment comme ça. Moi, j'ai pas commencé comme ça, mais c'est ce que j'ai enseigné. Puis c'est ce que je continue à enseigner à tous les nouveaux coureurs handicapés visuels ou voyants qui veulent s'y mettre à courir en duo. C'est vraiment la recommandation que je donne. Puis justement, dans le fond, quand tu veux courir avec un guide partenaire, est-ce que tu t'inscris dans un club de course puis c'est offert ou faut que tu trouves ton propre guide partenaire? Puis comment tu fais pour te le trouver si c'est ça? Écoute, dans mon cas personnel, moi, j'ai commencé à courir avec une guide partenaire en solo. C'était d'initiative partagée qu'on a commencé à faire ça. Par la suite, pour des raisons de facilité et aussi de mon envie de courir et de joindre un club de course est arrivé aussi. Tu sais, c'est le fun de courir. La course, on sait, c'est un sport solitaire, mais de pouvoir en jaser, de courir avec d'autres gens, d'échanger, c'est plaisant aussi. Fait que j'avais joint le club de course Les Pélicans de Rosemont. On leur dit salut en passant, qui est un super club de course. Mais à l'époque, tu vois, il y avait que moi, qui était un coureur de ce type-là. Je te dirais que la plupart du temps, ça va découler d'initiatives personnelles, vraiment. Il y a des associations de sport dans le Grand Montréal qui offrent des activités sportives adaptées, comme l'Association des sports du Montréal métropolitain. Il y a l'Association des sports du Québec aussi qui existe, qui peuvent faciliter ce type de match-là, si on peut dire. Mais, par exemple, ça n'existe pas de club, ça n'existait pas, en fait, je vais parler au passé, de club de course où un coureur handicapé visuel peut arriver et avoir déjà on va dire un ratio de coureurs intéressés à courir en duo. Maintenant, ça existe parce que le projet de recherche que l'on a mené à terme consistait à justement former un club de course adapté et inclusif qui a pris naissance l'année dernière, qui a rassemblé plusieurs très bons coureurs de tous les horizons. Et maintenant, on commence la 2e année. Maintenant que le projet de recherche est fini, c'est un petit club de course. On n'est pas enregistré, mais c'est tout bénévolement que on va débuter la 2e saison pour offrir à nos coureurs handicapés visuels l'opportunité d'avoir un contexte de pratique favorable.
Ben, en fait, je voulais savoir, là, tu parles du club de course, est-ce que c'est le club de course Les Visionnaires? Oui, le club de course Les Visionnaires a pris naissance l'année dernière dans le cadre du projet de recherche dont je vous parlais plus tôt. Le projet de recherche étant maintenant terminé, on a sollicité nos membres parce qu'on est vraiment un organisme horizontal là, où tout le monde est égal. Et on a sondé les participants à savoir est-ce que les gens étaient intéressés à s'impliquer pour faire vivre ce club-là par le bénévolat. Parce que avant l'année dernière, pour la première saison, ce groupe-là était chapeauté par moi ainsi que la chercheure de l'UQAM, qui était vraiment, on va dire, les patrons, entre guillemets. Là, on organisait les entraînements, toute la gestion de faire les matchs, les participations aux événements. On chapeautait vraiment, mais maintenant, c'est une nouvelle forme qui prend vie pour le club de course Les Visionnaires. Pour votre deuxième année, vous êtes à peu près combien d'athlètes dans le club? Écoute, en ce moment, le groupe Facebook compte plus d'une centaine de membres. Dans les entraînements généraux, je te dirais qu'on avait toujours à peu près entre 10 et 15, entre 10 et 20 participants à la majorité des entraînements. Puis un mix, ça c'est un mix de personnes avec un handicap visuel puis d'autres qui étaient des guides partenaires, c'est bien ça? Oui, dans la plupart des entraînements, c'était le cas. Écoute, c'est déjà arrivé que on ait, parce que les entraînements ne sont pas obligatoires, c'est au bon vouloir des gens, mais nous, notre devoir, c'était d'offrir des entraînements de qualité et adaptés. Fait que c'est déjà arrivé qu'on ait plus de personnes, même voyantes, qui étaient là, mais c'était une belle occasion pour sensibiliser les coureurs voyants aux réalités des personnes qui vivent avec un handicap visuel puis qui courent. Fait qu'on les faisait courir à l'aveugle. On leur mettait un bandeau sur les yeux. Ouais, tout à fait. Bandeau sur les yeux. On montre les techniques. On fait des petits éducatifs pour sensibiliser à la proprioception, l'équilibre sans la vue, des petits éducatifs qui existent déjà dans la course à pied, là, faire le petit train puis dépasser tout le temps, mais de faire tout ça en mode aveugle pour sensibiliser nos coureurs voyants, ça a été fait plusieurs fois, là, je te dis. En tout cas, moi, je lève mon chapeau pour vrai. C'est tellement une belle initiative. Puis, tu sais, on le sait, courir en groupe, tu l'as mentionné tantôt, c'est une motivation c'est de plus. Mais là, en plus, vous vous retrouvez avec le même handicap puis la même passion. Fait que ça permet d'échanger sur la passion qui est la course à pied, mais aussi sur les difficultés que vous rencontrez ou vos grandes fiertés, tu sais. Je trouve ça vraiment, vraiment hot. Puis toi, dans le fond, ça serait quoi ta plus grande fierté par rapport à ça? Par rapport au projet des visionnaires? Ben, au projet des visionnaires ou par rapport à ta propre expérience de course à pied? Ah, ben moi, écoute, pour ce qui est de la première, la course à pied, ben moi, c'est juste l'amour du sport en partant. Le fait on le sait que la course à pied, c'est un sport qui est très exigeant. Puis là, on parle même pas des événements officiels, des courses officielles. Mais pour se rendre à ça, ça demande tellement un niveau, selon moi, d'investissement personnel, de persévérance pour juste l'exercice de la course à pied. Puis là, on parle même pas de performance. Mais si on veut être un bon coureur moyen, ça demande beaucoup de travail. Moi, c'est ce qui me plaît. Puis juste de faire ce processus-là, j'en suis très content. L'effort au quotidien, ça me parle beaucoup. Puis après ça, ben oui, c'est sûr que d'avoir participé à des courses officielles, d'avoir fait des temps, on va dire, raisonnables pour le niveau de coureur que je suis, c'est déjà une fierté. D'avoir accompli des demi-marathons, je trouve que c'est un bel accomplissement dans une vie. Fait que personnellement, moi, ça me ravit. Et par rapport au club de course Les Visionnaires, d'avoir développé une réflexion, d'avoir développé des moyens pour faciliter l'exercice du sport, d'avoir pu en faire d'ailleurs la promotion dans le milieu de la course à pied à Montréal, au Québec, au travers même de la communauté de la déficience visuelle, de montrer que c'est possible, que c'est faisable. C'est une grande fierté en soi. Effectivement. Ça donne de l'espoir. Oui, tout à fait.
Ben, bravo à toi, pour vrai, je trouve ça fascinant, puis je vais vous conter une anecdote, puis je te relancerai avec une question après. Moi, j'avais un groupe de courses que je coachais depuis quelques mois, je pense que ça faisait 1 an et demi déjà que j'avais ce groupe-là, et se sont inscrits 2 personnes avec des handicaps auditifs. Un qui entend, je dirais, rien, et sa blonde qui avait un implant cochléaire puis qui entendait quand même certains sons, que c'était quand même plus facile. Mais eux lisaient beaucoup sur les lèvres, notamment lui. Et puis ça m'a amené, j'ai trouvé ça super cool, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais j'avais envie de leur donner la même qualité d'entraînement que je donnais aux autres athlètes qui étaient là. Mais nécessairement, ça m'a amené quand même certains enjeux. Quand fallait, premièrement, c'est juste de me positionner devant lui quand je parlais, quand on était en groupe, quand on parlait, essayer de moins gesticuler. Ce qu'il me disait, c'est que il dit quand t'as ta barbe là, puis que tu es un peu longue, là, c'est difficile. Là. Fait que bon, ok, je vais tailler ma barbe un petit peu, je vais te donner une chance. T'sais. Parce qu'il voyait moins bien mes lèvres qui bougeaient. Mais tu sais, ça, on s'est adapté. Je me mettais toujours devant lui. À la fin, souvent, il venait me voir, j'ai pas tout compris ce que t'as dit. Tu peux-tu me l'écrire? Fait que généralement, si j'avais parlé d'une théorie ou quelque chose, ben je lui faisais un retour par écrit. Je lui faisais un sommaire comme ça, un petit résumé. Fait que c'était intéressant. Lui, au moins, il avait au moins accès à la même information que les autres. Et là où ça m'a vraiment frappé, c'est que généralement, quand je faisais faire des intervalles, j'utilisais beaucoup mon sifflet. Fait que j'étais pas obligé d'être... Parce que surtout, il y a plein de gens avec des paces ou des performances différentes. Fait que chacun allait un peu à sa vitesse. On était semi-groupés, mais des fois, on était à quelques centaines de mètres un de l'autre, les groupuscules. Fait que j'avais l'habitude de siffler les intervalles pour que les gens arrêtent. Là, ça fonctionne plus, là. Lui, il est parti, puis il arrêtera pas. Il l'entendra pas, mon sifflet. Fait que ça aussi, c'est de modifier les parcours pour toujours être à sa vue, être un peu plus devant, ou soit de faire boucler les gens pour que moi je puisse être un peu plus au centre puis pouvoir faire non seulement encore le signe auditif avec mon sifflet, mais de pouvoir faire un signe visuel qui permettait de savoir lui il était rendu aussi dans son entraînement puis encore une fois pouvoir participer comme les autres. Fait que j'ai trouvé ça super cool de le vivre puis je l'ai pris comme un challenge de modifier ma pratique. Puis je m'étais fait vraiment un point d'honneur de dire je veux lui rendre la même qualité que les autres. Il y a droit, c'est un participant comme les autres. Ben ouais, wow, c'est une super expérience, ça. Puis ma question justement pour toi, c'est ça, c'est qu'est-ce que les clubs de course, sans voir, parce que je comprends à Montréal, vous avez les visionnaires, mais partout ailleurs au Québec, ce type de club de course-là, très adapté, n'existe pas. Des coachs qui ont des groupes de course comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien accueillir un coureur avec un handicap visuel? Ben écoute, déjà là, très bonne question. Et je voulais quand même mentionner que je fais partie aussi d'un deuxième club de course que je veux aussi nommer, qui mérite d'être nommé parce qu'ils se sont très, très bien adaptés. C'est le club de course de Tétro-Course, qui est le club de mon arrondissement. Donc, je les salue. Et pour répondre à ta question, je te dirais que déjà là, d'être accueillant, de faciliter ne serait-ce que l'intégration de la personne en allant vers elle, juste en entamant le dialogue. T'sais, comme tous les coureurs, tu es intéressé par la course, oui, OK, bienvenue dans le club, OK, parle-moi de ta situation. Évidemment, c'est pas toutes les personnes qui ont un handicap, soit auditif ou même visuel, pour qui ça va être apparent ou pour qui ça va être facile d'en parler. Mais déjà là, si les gens du club, que ce soit les coachs ou les autres coureurs, qui ont une vraie, un véritable accueil, une bienveillance, comme moi je l'ai souvent expérimenté dans les divers clubs que j'ai fait, c'est parce qu'il y a de l'entraide quand même dans les clubs de course entre les coureurs. Fait que, prenons cette entraide-là qui existe déjà, mettons juste une petite dose d'adaptabilité puis d'accommodement, comme ton exemple l'a très bien démontré. Puis souvent, là, ça va être d'autant plus invitant pour les coureurs handicapés visuels de se joindre à la gang, de faire partie de la gang, puis de faire évoluer la gang, comme ton exemple l'a super bien démontré. Là. Il y a pas de secret. Puis l'ouverture, le respect des limites, le respect des accommodements, parce qu'évidemment, si l'handicap visuel, ben nous, c'est pas l'audition. Nous, si tu es même en plein milieu de la piste,
tu me fais des simagrées, ben moi, je passe à côté. Mais par exemple, si c'est un bon sifflet, moi, je vais le capter, puis je le capte souvent même mieux que les autres. Ben, OK, non, là, on arrête, il faut ralentir, ou il faut changer le pace, ou on arrête tout simplement. Ah, t'es sûr? Oui, je suis sûr, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je dirais, c'est vraiment des qualités humaines de base, genre, qui fait vraiment la différence. Comme, ben, c'est ça, l'accueil, l'ouverture, le respect, puis voir comment on peut évoluer, tu sais, avec ce petit problème-là, voir comment on peut amener, parce que là, évidemment, on parle de la réalité d'un club de course, comment on peut amener la réalité du club ailleurs, plus haut. Parce que là, ça commence toujours par un, mais un, souvent, va amener deux, trois. Puis après ça, ben, c'est plus des accommodements. C'est une manière de fonctionner qui est différente, mais qui est aisante pour tout le monde. Oui. C'est vraiment intéressant ce que tu amènes. Puis t'as nommé aussi, je pense, l'ouverture des autres membres. Puis t'as raison, un club de course, c'est pas du top-bottom, là. Ce n'est pas que l'entraîneur avec les athlètes, mais il y a une communauté qui se construit. Puis que tout le monde ait cette ouverture-là à s'adapter, être inclusif. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'aurais une question, mais justement, les personnes qui font, mettons que les personnes qui font partie du club de course, y a-t-il des choses qui sont bien de savoir comment on peut t'aider ou du moins pas te nuire? Tu sais, par exemple, faut-tu ne pas te toucher ou t'as-tu des idées qui te viennent là, quand je te pose ça comme question? Oui, ben écoute, déjà là, au niveau de la communication de base, une personne handicapée visuelle, dans beaucoup de cas, si tu la nommes pas, tu sais, évidemment, en contexte de club de course, hein, il y a beaucoup de jeunes, vingtaine, trentaine de personnes. Tout le monde jase, parle avant l'entraînement. Après ça, tout le monde est essoufflé, tout le monde se déplace. Si vous voulez vous adresser à eux, prénommez-les, nommez-les. Tu sais, David, hey David, comment ça a été ton entraînement? Ah, OK. Parce que si c'est juste, hey, comment a été ton entraînement? Moi, je ne sais pas nécessairement que c'est moi qui parle. Fait que des fois, ben, moi, je vais continuer à siffloter, à boire mon eau, puis je vais dire comme coudon, il répond pas quand on lui parle. Fait que déjà là, de prénommer la personne, il y a des gens qui aiment ça, avoir un contact, on va dire physique, de dire, hey, tu sais, je vais mettre la main sur ton épaule pour, tu sais, je te parle à toi. Mais ça, c'est à voir avec chacune des personnalités. Oui, c'est individuel à chacun. Oui, exactement. Ce qui peut être très facilitant, c'est vraiment la guidance, déjà là, dans l'exercice de la course, mais que ce soit sur une piste d'athlétisme ou un parc ou un événement officiel, nous avons besoin, dans beaucoup de cas, d'être guidés sur les sites. Pour se rendre à la course, le guide partenaire, souvent, sa job commence avant parce qu'il y a foule, il y a plein de gens énervés, il y a plein de gens qui commencent à s'échauffer, à courir dans tous les sens. Il y a de l'animation, donc il y a plus de bruit. Fait que déjà là, pour se rendre au point de départ, c'est trouver les salles de bain. Hein? Tu sais, on veut tous souvent aller à la salle de bain avant d'aller sur le départ. Ben, c'est de dire comme, OK, ben, il faut qu'on y pense. Il faut guider la personne, de, hey, t'as-tu besoin? On va y aller. Tu sais, ça semble bête, c'est la base, mais c'est ça. Pour se rendre avant de courir, il faut se rendre à la course. Donc, déjà là, de penser ça, penser à guider la personne. Il y a des gens qui n'en auront pas de besoin. Comme je disais tantôt, il y a des gens qui ont un niveau de cécité très bas, donc une très bonne basse vision. Je vais dire, non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais c'est de poser la question simplement, sans tomber dans le paternalisme ou le maternalisme, là, de je vais aller chercher ton verre d'eau. Non, mais juste, on est une équipe, on agit en équipe. Puis moi, souvent, ce que je dis à mes guides partenaires maintenant, parce que des fois, je cours plus vite que eux. Puis quand on fait des événements officiels, c'est « Ah ouais, mais tu veux pas changer d'avoir un guide plus rapide parce que je suis plus lente que toi. » Et moi, je dis « Non, peu importe. On réussira en équipe, mais si on échoue en équipe. Puis là, c'est échoué, c'est pas échoué. Mais si on fait un mauvais temps, ben on le fera en équipe. Puis si on réussira en équipe. Mais on est une équipe. C'est tout. Tu peux pas échouer d'être sorti courir, là. Exact. Tu sais, c'est intense parce qu'on le sait ce que c'est. On travaille avec les demoiselles, puis c'est des équipes qui sont formées. Puis ça a beau être un défi individuel parce que chacune fait son propre défi. On voit l'esprit d'équipe de réussir quelque chose en équipe. Puis là, t'es toujours 2 par 2. C'est puissant, là. En tout cas, je trouve ça vraiment beau de t'entendre, vraiment beau de nous décrire ça.
Puis moi, ça me donne envie. Je sais pas pour toi, Bill, là, mais j'ai envie de devenir guide partenaire. Moi, ça me tente vraiment, là. Ben moi, je vais commencer par essayer de courir les yeux bandés une fois, là. Puis ça m'intrigue. De l'essayer, moi, de se mettre en position puis de voir, OK, qu'est-ce que c'est de courir sans avoir mon sens de la vue. Wow, déjà, là, j'ai un petit vertige. Là. Mais je commencerai par ça. Fait que tu pourras me guider, coach Isaac. Bon, ben, je vais commencer avec toi. C'est parfait. C'est une très bonne idée, même que ça me ferait plaisir de me déplacer. Je pense que vous êtes plus dans la région de Trois-Rivières, vous, hein? Oui. Ouais, ben même d'aller vous initier aux exercices de la course à pied à l'aveugle. C'est quelque chose qui est possible, ne serait-ce que pour votre expérience personnelle, mais peut-être après ça, vous pourriez rendre vos expériences via le podcast. Ça pourrait être très, très intéressant. Puis même comme coureur, je vous dirais tantôt, Isa, tu parlais des différents sens impliqués dans la course. Beaucoup de coureurs voyants, après l'avoir essayé, justement, disent comme Bill, l'espèce de vertige de la course à l'aveugle. Il y a des gens qui sont des coureurs d'expérience, des coureurs amateurs élites, qui ont des sacrés paces. Puis une fois qu'ils ont les yeux fermés, ils ont quasiment de la difficulté à marcher en ligne droite, à être guidés. Parce que les référentiels ne sont pas du tout les mêmes. C'est là où je pense que cet exercice-là est bénéfique pour tout le monde. C'est que ça va sensibiliser les gens à la multisensorialité de la course. Tantôt, quand on parlait, Isa, la proprioception, la sensation des sols qui changent lorsque l'on court, des dénivelés, blablabla. Ça, c'est plate, mais c'est pas tes yeux qui gèrent ça, c'est tes pieds. Mm-hmm. Et beaucoup trop de coureurs, même ça, je l'ai testé, j'en ai discuté avec des trailers. Puis d'ailleurs, j'étais content de l'entendre qu'au club de course de trail de Bromont, qu'on salue aussi, avec qui j'ai fait de la trail, eux se testent souvent à l'aveugle sur des courtes distances, ne serait-ce que pour travailler leur proprioception, mais de pied, pour vraiment optimiser tous les sens de la course. C'est très cool, ça. Ah ouais, c'est très, très cool, là. Ça m'amène au-delà de la perception qu'on a de notre environnement. Là, tu parles du sol, c'est la perception de son corps, tu sais, des signaux de son corps, l'essoufflement, la fréquence cardiaque. On en coach, puis c'est tellement difficile de faire ralentir quelqu'un. Je te vois, là, tu sais, on le voit, t'es trop essoufflé, t'es trop épuisé, ralenti. Mais c'est comme si la personne, quand elle retombe toute seule, elle est pas capable d'observer ces signaux-là elle-même. D'après moi, c'est une piste de solution, là. Oui, tout à fait. Puis ça, je l'avais entendu d'ailleurs dans le podcast, hein, les enjeux de la technologie, d'autant plus maintenant avec les montres et tout, qu'on se fait juste sur le pace, que les gens s'est rendu des podomètres vivants, mais qui dans la course à pied perdent le sens de la sensitivité de leur propre corps. Tu sais, ton rythme cardiaque, ta respiration, ta gestion musculaire, ta gestion de l'effort. Moi, j'ai testé une application de course à pied parce que la montre, pour le moment, je me suis pas assez intéressé de savoir est-ce que c'est réellement accessible parce que c'est un très bel outil, mais que je n'utilise pas. Donc, moi et plusieurs coureurs aveugles, nous courons au feeling, à la sensitivité de notre propre corps. Puis je pense que, somme toute, c'est quand même une belle plus-value qu'on devrait... parce que moi, j'encourage les gens à remettre de l'avant, tu sais. Sentir ton meilleur rapport dans l'effort, tu sais. C'est super ce que tu dis, puis écoute, je t'invite à pas tomber dans cet enfer-là. Reste où tu es. Ouais. C'est parfait. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, ça devient effectivement dangereux. Puis tu l'as nommé, c'est un outil, mais souvent, il y a trop de gens qui en deviennent esclaves. Faut que ça demeure un outil, finalement. Ben oui, tout à fait. Puis souvent, on le voit même là, c'est sûr qu'on déroge un peu, mais on le voit sur les médias sociaux. Mais je suis pas sur Strava, soit dit en passant. Mais sur les médias sociaux de course, beaucoup trop d'utilisation de OK, mais c'est pour justifier une belle course, c'est oui, mais c'était telle pace, c'était telle distance, c'était tel pourcentage de dénivelé, mais oui, mais somme toute, as-tu passé une belle course? C'est ça la vraie question. C'est juste ça la vraie question. Et puis même dans l'utilisation même du vocabulaire, des fois, moi le premier, des fois, c'est oui, j'ai été faire un petit 5 km.
les gens, un petit 5 km, 99% des gens, quand je leur parle de 5 km, pour eux, c'est inimaginable courir ça. Mais quand tu as un peu d'expérience, ben oui, ça peut être ta courte de la semaine. Mais l'utilisation même, quand on parle à un coureur qui a moins d'expérience, handicap ou pas handicap, c'est-à-dire, un petit 5 km ou un petit 10 km mollo. Oui, mais ça peut être mollo ou pas, mais de juste des fois changer parce qu'on ne sait pas, hein. Tu sais, les gens disent, dit dans le fond, c'est 10 km, c'est facile, OK, moi, puis ça a quand même un impact, là, tu sais, qui va à l'encontre de l'entraide qu'on parlait tantôt, d'ailleurs. De revenir à la base du sport, je pense. Ça me fascine, puis tu nous as amené dans des coins où même je m'attendais pas, puis que je trouve super intéressant de ramener la course, le volet plaisant de la course, la connexion avec le sol, la nature, la personne avec qui tu cours, de développer cette relation-là. Je trouve ça, ça me donne le goût de l'essayer. Mais momentanément, tu sais, je voudrais pas perdre la vue pour ça, là, mais mettons avec un bandeau. Fait que oui, ton offre, je la trouve super intéressante. On verra comment on pourrait matérialiser ça, puis peut-être justement documenter notre expérience, faire un retour aux auditeurs éventuellement, ça serait le fun. Mais je trouve ça super cool, tu sais, ton partage. Est-ce on a fait quand même un bon tour, puis je pense qu'on pourrait gratter pendant le reste de la journée, mais y a-tu des grands points, toi, ou qu'on n'a pas traité, que t'aimerais ça nous entretenir, ou des volets qu'on n'a pas discuté encore? Ben écoute, non, je pense qu'on a eu une super belle discussion, puis comme tu as dit, on pourrait en parler longuement. Je pense qu'on est 3 passionnés de course, donc c'est très facile d'en parler très longtemps. Mais non, écoutez, la seule chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais saluer vraiment le club de course, les Pélicans de Rosemont. Salut à eux. Le club de course, Tétro Course. Salut la gang. Puis aussi, je voudrais quand même mentionner justement la chercheure que je parlais tantôt, qui a été un peu à l'initiative déjà là de ma pratique de la course, qui m'a lancé dans le défi 2. Je voudrais saluer Marie-Claude Garceau, qui a été ma plus longue guide partenaire en course. C'est avec elle qu'on a vraiment développé la course à l'aveugle, le projet des visionnaires. Donc, salut à elle. Donc, c'était juste des salutations. Est-ce que tu as quelque chose à nous plugger ou c'est ce que tu viens de faire finalement en rafale ou tu avais d'autres choses en tête que tu voulais nous plugger à nos auditeurs? Non, écoutez, mis à part le fait que je souhaite bonne course à tous les auditeurs de ce podcast, non, ça va aller. Bonne course, gang! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.